La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le résultat d'une élection législative en Haute-Savoie hier. Oui, la nouvelle est intervenue un petit peu tard pour vos quotidiens nationaux, mais le résultat fait les gros titres du Dauphiné libéré. L'alliance UDR-RN l'emporte. Et l'emporte sur le candidat Les Républicains avec presque 60% des voix. Cette fois-ci, c'est passé, écrit Pauline Moisy, qui rappelle qu'il y a 18 mois, Antoine Valentin était déjà arrivé en tête, mais s'était finalement incliné face au LR au second tour. Et ce qui est intéressant dans ce résultat est peut-être moins à chercher dans le succès du vainqueur que dans l'échec des vaincus. Mais où est passée la droite, s'interroge le Parisien aujourd'hui en France, en gros titre. Eh bien, les LR paient cash leur politique de compromission avec l'exécutif, semble répondre le journal, qui est allé à la rencontre des électeurs, les Républicains. À Nice, beaucoup de sympathisants ne cachent pas leur désarroi. Tout est fait en dépit du bon sens. Je ne m'y reconnais plus, à Seine-Claire, chirurgienne de 45 ans, électrice de droite. Les Républicains ont perdu leur âme, dit-elle. Les députés LR auront effectivement approuvé un budget à peu près contraire à tout ce qui jusqu'ici les définissait, écrit Nicolas Charbonneau dans son éditorial. Et il faudra un jour faire l'autopsie de ce renoncement, poursuit-il, que les esprits les plus honnêtes admettent que ce qui s'est joué relevait surtout de cette piètre politique qui consiste d'abord à sauver sa tête avant ses idées. Voilà, il y a eu la 3e circonscription de Haute-Savoie. Il y en aura d'autres, et l'on songe à la célèbre phrase de Churchill que l'on aurait presque envie de paraphraser ce matin. Ils avaient le choix entre le déshonneur et la défaite. Ils ont choisi le déshonneur. Ils auront la défaite. On passe à d'autres sombres prédictions. Oui, d'abord celle de Nicolas Bavrez. Depuis la parution de son best-seller, La France qui tombe, c'était déjà il y a 20 ans, cet économiste historien n'en finit pas de documenter le déclin français. Du coup, on pourrait ressentir comme une certaine lassitude à le lire. Le seul problème, c'est que tout ce qu'il nous annonce s'est produit. Que nous dit-il aujourd'hui? Que la France est en voie de tiers-mondisation. La paupérisation de la France et des Français s'emballe, écrit-il en préambule, avant de documenter cela par une impressionnante série de données statistiques, toutes plus implacables les unes que les autres. À trajectoire inchangée, la France ne figurera plus parmi le top 10, les 10 premières économies mondiales à la fin de la décennie. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, que Bavrez exagère, que ce penseur libéral a derrière des arrière-pensées politiques. Bon, admettons. Mais lisez alors dans le même Figaro l'interview de Peter Bogossian. Lui est américain, philosophe, et notre tambouille politique franco-française, il s'en fiche pas mal. Ce qui l'intéresse et qu'il étudie depuis longtemps, ce sont les effets de l'immigration islamique sur notre société. Il répond aux questions d'Eugénie Bastier. Lui aussi parle de notre paupérisation, mais surtout du déni autour de la question de l'immigration. Vous savez, raconte-t-il à Eugénie Bastier, avant de venir en France, j'étais à un dîner, et lorsque j'ai dit que je venais ici, plusieurs personnes m'ont répondu « Pourquoi fais-tu ça ? Laisse tomber, n'y va pas, la France est perdue. » Je pense que beaucoup d'Américains du centre à la droite ne croient pas que la France existera encore à la fin du siècle, dit-il, et de conclure fataliste, si une société ne veut pas se battre pour ce qu'elle estime important, alors elle mérite ce qui lui arrive. Tout à l'heure on pensait à Churchill, maintenant on pense à Tchekhov, qui au début du XXe siècle nous prédisait la fin d'un monde, lorsqu'une aristocratie russe déclinante s'inquiétait dans une douceur de fin d'été de la disparition de la cerisette. Oui, il y a tout de même des politiques qui donnent envie de redresser la tête. Oui, ou de leur couper la chic, c'est selon. En tout cas, ce matin, ne loupez pas l'interview du jour, celle d'Amélie Oudéa-Castéra dans le Figaro. Alors, petit rappel du CV de l'impétrante, elle fut joueuse de tennis, puis énarque, macroniste, ce qui lui valut d'être ministre des Sports avant d'accéder au Graal, ministre de l'Éducation nationale. Mais là, c'est le drame, elle se crache n'assumant pas d'avoir placé ses enfants dans le privé. Elle sera donc exfiltrée de la rue de Grenelle au bout de 28 jours. Mais comme la Macronie s'est récompensé ses plus brillants soldats, elle est ensuite recasée à la tête du Comité national olympique français. 5 jours du début des JO d'hiver, elle accueille donc les jours d'exercice d'autosatisfaction assumée. La France vise le top 5, déclare-t-elle, mais le top du top, c'est quand le journal lui demande si le monde politique est plus brutal que le sport de haut niveau. Réponse de notre ex-ministre: ce qui est formidable dans le sport, c'est que vous êtes jugé sur vos résultats. Et je pense que si je suis jugé sur mon action de ministre, le bilan ressort comme formidablement positif et de manière assez unanime. Fermez les guillemets. Voilà, quel dommage que la suffisance ne soit pas encore discipline olympique. Assurément, nous avions là une championne du monde.
On a une pensée quand même pour toute la délégation française qui Bien part entendu, et au pour, JO d'hiver dans Et 4 pour la jours. présidente du CNSOSF, Oui, voilà, le CNOSF, comme on dit, comme disent les spécialistes. On en reparlera de ces JO d'hiver. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Allez, je vous souhaite une excellente journée.